Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Macky Sall annonce une enveloppe de 246 milliards de francs CFA pour la région de Fatick. C'est à l'issue du Conseil des ministres décentralisés qui s'est tenu ce mercredi. Le chef de l'État a également procédé à la distribution de matériel agricole au monde rural. Le consul sénégalais à Marseille arrêté puis relâché par la police française pour tapage nocturne. Tamsir Faye, qui a réagi sur nos antennes, rejette les accusations dont il fait l'objet. Procès Hissène Habré, Idriss Déby, blanc comme neige, est prêt à témoigner. Une déclaration du ministre tchadien de la Justice et des Droits de l'Homme qui soutient que le président tchadien a perdu 11 de ses frères durant le règne de Habré. Youssou N'Dour, parrain de la nuit de la lutte qui aura lieu le 1er août prochain. Elle est organisée par le CNG qui a rencontré cet après-midi le ministre conseiller et l'équipe de JFM Entertainment. Et puis assure en fin d'édition le dossier politique du jour qui s'intéresse au procès Hissène Habré avec les bénéfices que le Sénégal peut en tirer. Voilà le sommaire de ce journal, tout de suite le développement. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Vous êtes à Fatick, vous avez suivi le Conseil des ministres décentralisés qui s'est tenu ce mercredi et le chef de l'État a promu une enveloppe de 246 milliards de francs CFA à la région. Justement, 246 milliards 647 millions 186 975 francs. C'est l'enveloppe 2015-2017 du programme d'investissement prioritaire de la région de Fatick. Donc, si vous voyez bien les chiffres, vous constaterez qu'il y a une hausse de 70 milliards par rapport au montant consigné hier par le ministère de l'économie et des finances. Macky Sall et son gouvernement se disent convaincus, cher Tidiane, de la nécessité de désenclaver la région de Fatick. Et à cet effet, un important programme de réhabilitation de routes est prévu à travers l'ensemble de la région, notamment l'axe Keur-Waly-Ndiaye-Sokone, l'aménagement et le bitumage de la route Keur-Martin, Diohine, Toukar, Ouardiam, et également le désenclavement des îles à travers la construction des deux ponts, celui de Foundiougne et celui bien sûr de Marlodj. Bref, c'est 176 kilomètres plutôt de routes qui seront réalisées dans le cadre de l'action gouvernementale, et celle-ci sera complétée par le programme d'urgence de développement communautaire. Macky Sall donc va injecter pour l'ensemble de ces projets 68 milliards pour le désenclavement de la région de Fatick. La santé va également occuper une place de choix dans ce programme prioritaire. Hier, Macky Sall, le chef de l'État, a inauguré l'hôpital régional de Fatick et il promet des équipements de qualité, du personnel qualifié et des médicaments. Il est également prévu la construction de centres de santé, mais aussi la réhabilitation de beaucoup de centres de santé dans la région de Fatick. Le tourisme également n'est pas en reste dans ce programme avec un montant de 2 milliards 700 millions de francs CFA. L'élevage bénéficie également de 2 milliards 782 millions de francs CFA. Vous l'avez annoncé dans vos titres, cher Tidiane. Aujourd'hui, c'est la première phase active du programme d'urgence de développement communautaire. Et après tout juste le Conseil des ministres, le chef de l'État a procédé à la distribution de 477 unités de transformation. Les bénéficiaires sont 28 communes des départements de Fatick, de Gossas, mais aussi de Foundiougne. Donc, le chef de l'État, en compagnie du PNUD qui exécute ce programme, ils ont procédé ensemble à la distribution de ce matériel, cher Tidiane. Voilà, merci Ibrahima Kane. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en sommaire, le consul général du Sénégal à Marseille arrêté par la police française. Une information publiée par le site provence.com. Tout est parti d'une dénonciation d'une femme qui a alerté les limiers de la présence d'un homme passablement alcoolisé en train de faire du tapage nocturne. La patrouille en a également pris pour son grade. Tamsir Faye a été donc récupéré par son épouse au commissariat. Pour le moment, aucune poursuite n'est engagée contre lui avec son immunité diplomatique. Et la réaction du consul général du Sénégal à Marseille ne s'est pas faite attendre. Tamsir Faye rejette toutes les accusations portées sur sa personne. Ses propos sont recueillis au téléphone par Daniel Diouf. Je suis profondément choqué
par l'attitude délinquante, cavalière, raciste de la police française, accoutumée du fait. Heureusement que je suis consul général, mais mes compatriotes qui sont victimes tous les jours de bavures policières, du fait du racisme qui gangrène la police française. Tout ce qui a été dit est un tissu de mensonges. Il n'a jamais été question de boire d'alcool ni quoi que ce soit. 18 heures, j'ai ramené ma fille voir le pédiatre parce qu'elle est souffrante, elle a 2 ans. Je pense que quelqu'un qui ramène sa fille à 18 heures, 18 heures, 19 heures, 19h30, devant chez moi, ils m'ont retrouvé sur la rue Paradis. Ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Je dis, je suis ici devant chez moi. Vos papiers, je dis, je suis le consul du Sénégal. Ils ont dit dans l'interview qu'après des coups de fil, ils ont su que j'étais le consul. C'est mensonger parce que c'est moi-même qui leur ai dit que j'étais le consul du Sénégal. Dès qu'ils m'ont commencé à m'interpeller, ils m'ont mis monitoré, menotté, foutu dans la voiture. Et une fois parce que j'étais habillé décontracté. Comme eux, ils pensent que tous les Noirs sont des vagabonds, ils m'ont considéré comme un vagabond. Malheur à eux, ils sont tombés sur un consul général. Une fois dans la police, ils m'ont mis sur une chaise. Même pas de PV, même pas d'audition, rien du tout. Ils sont passés le temps à vérifier qui j'étais. Ils ont demandé, ma femme n'est pas venue pour me prendre, c'est mensonger. C'est moi qui ai donné le numéro de ma femme pour qu'elle amène mon titre de séjour, pour confirmer mon identité, confirmer ma qualité de consul et de diplomate. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas autre chose. Et quand ma femme a amené le papier, je suis parti sous les excuses des gens qui m'ont interpellé. C'est ça qui s'est passé. Et malgré les excuses, j'ai menacé de porter plainte. Je vous le disais en sommaire, le ministre tchadien de la Justice convaincu de la culpabilité d'Hissène Habré. Pour Mohamed Issa Ali Kimi, Idriss Déby est victime dans la mesure où l'ancien ministre des Forces armées a perdu 11 de ses frères. Nous restons avec le procès de l'ex-président tchadien, un procès durant lequel Hissène Habré a décidé de ne pas collaborer avec la justice, une attitude qui pousse certains à se demander si le verdict de ce procès, sans témoignage de l'accusé, peut être crédible ou non, cher Tidiane. La question qui taraude les esprits, donc comment ces derniers vont procéder? Les éclairages de Maître Baba Diop, avocat à la cour, avec nos reporters Dissa Prera et Mardien. Devant l'éventuel refus de Hissène Habré de collaborer avec les 3 avocats commis d'office par les chambres africaines extraordinaires, le verdict qui sera prononcé à l'issue de ce procès par cette cour pourrait être décrédibilisé de l'avis de Maître Baba Diop. Puis l'avocat pense même que c'est le crédit de cette juridiction qui pourrait être aussi entaché. Est-ce que cette juridiction est crédible? Est-ce que cette juridiction est légitime? Est-ce que cette juridiction est légale? Voilà autant de questions d'abord qu'il faudra répondre. Parce que même si tout allait très bien, le procès se déroulerait très bien et qu'à l'issue il y a un verdict, mais il y aura toujours ce goût d'inachevé. Le verdict est rendu par les chambres africaines. Si les chambres africaines n'ont pas cette crédibilité ou cette légitimité, naturellement, il va de soi que également les décisions qui seront prises mais seront des décisions de ces chambres africaines, mais qui, à mon avis, n'emporteront pas véritablement l'adhésion de la communauté internationale, ou en tout cas des gens qui sont épris de justice, parce que la justice, c'est une balance. Au cas où le prévenu Habré refuserait de comparaître, Maître Baba Diop estime que les avocats commis d'office ne pourront pas plaider pour défendre leurs clients devant le tribunal, du jamais vu en matière pénale selon la robe noire. Habré n'acceptera même pas de parler à ces avocats-là. Et alors là, nous assisterons quand même à un fait inédit, où les avocats ne pourront pas plaider, puisque leur client refusera de collaborer avec eux. Et nous savons qu'en matière pénale, si votre client refuse de comparaître, l'avocat n'a même pas droit à la parole. S'il est amené aussi de force, et s'il n'accepte de répondre à aucune question, même pas aux questions de ses avocats, mais ça sera ridicule. Par ailleurs, Maître Baba Diop dénonce les conditions de constitution des avocats. Le juriste estime que la Cour pouvait s'en passer. Le procès d'Hissène Habré est reporté au 7 septembre prochain. Présents à Dakar pour couvrir l'événement, les journalistes étrangers doivent revoir leurs agendas. Une décision des chambres africaines extraordinaires qui risque d'avoir un impact sur la couverture médiatique du procès, comme l'ont soutenu ces journalistes de la presse étrangère. C'est un sujet signé Ibou Diouf et Younous Diatta.
Le procès d'Hissène Habré a aussi son volet médiatique, comme le démontre la forte présence de la presse nationale et internationale. Avec le report des activités de la Cour, les journalistes étrangers sont obligés de revoir leur agenda. Là, tout le monde va devoir repartir pour revenir encore. Donc, en matière de billets d'avion et autres, ça va être un peu compliqué. Donc, ça me coûte cher de venir ici. Je ne sais pas si je veux venir en septembre. On n'a pas le budget pour rester 6 mois au Sénégal, donc on va revenir peut-être à un moment clé et puis sinon on récupérera les images auprès des chambres africaines. Pour les journalistes habitués à la couverture des grands procès, il n'y a rien de surprenant. Vous savez, les procès internationaux, c'est rare que l'agenda soit tenu. Donc si on perd juste 1 mois et demi, je pense que ça sera plutôt bien. Il arrive que dans certains procès, ça soit 1 an, 2 ans. Bon, là, c'est une autre affaire. Hein. Je suis très habituée des procès comme ça qui commencent le même jour ça ferme. Il y a, je ne sais pas combien de cas j'ai fait en Afrique. C'est pas une surprise, quoi. Le procès d'Hissène Habré n'a pas encore connu son épilogue. Une pause s'impose. Le 7 septembre, c'est dans quelques semaines, cette fois peut-être avec de nouvelles accréditations pour d'autres journalistes. Ibou Diouf, merci. Observateurs et organisations des droits de l'homme plient bagages également après le renvoi du procès. Venus spécialement pour l'événement, ils ne peuvent attendre la reprise du procès qui aura lieu dans 45 jours. Cher Tidiane Dione et Younous Diatta. Procès de l'ex-président tchadien reporté au 7 septembre prochain. Membres d'associations victimes et associations des organisations des droits de l'homme venus de l'étranger comptent retourner au bercail. Pour eux, c'est inintéressant de rester au Sénégal au moment où ils ont d'autres choses à faire. Nous sommes obligés déjà, il y a des départs qui se sont annoncés ce soir, demain toute la semaine. Nous allons tous partir, rafraîchir la mémoire et nous retrouver avant la date et nous organiser en conséquence pour affronter. Moi, je crois que cette fois-ci, il n'aura plus la chance, n'est-ce pas, de blaguer les gens. Je dis à mes collègues, à mes employés, qu'ils rentrent chez eux, pour que cela va nous coûter dans les 25 000 €. Les allers-retours, les changements de programme, le mois additionnel que ça va impliquer jusqu'au fin du procès. Oumar Ousmane, originaire de la région du Guéra au Tchad, ne sait plus sur quel pied danser. Il attend une décision émanant des responsables des chambres africaines extraordinaires. Pour l'heure, c'est le flou total. On nous a envoyé un billet aller-retour. Donc nous sommes venus et ces billets à une durée de 3 mois. Donc en ce moment, nous sommes sceptiques parce que le report a été de 45 jours. Comment serait, sur le plan organisationnel, au niveau des chambres africaines, est-ce que, en ce qui concerne la prise en charge, ils nous prendront pendant les 45 jours ou bien on prendra les billets retour qui est prévu pour le 16 octobre. L'ajournement du procès de l'ancien homme fort de N'Djamena a été décidé pour permettre à ses avocats commis de prendre connaissance du dossier. Parlons santé à présent avec l'ouverture ce mercredi 22 juillet du 7e Salon international de la santé et du matériel médical. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, cher Tidiane, c'est que les visiteurs sont peu nombreux. Et certains stands sont même en chantier, même si les exposants ont commencé lentement leurs activités. Le thème cette année, dividendes démographiques et émergence économique. Nos reporters Aïssatou Païfal et Mbaye Diouf ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Timide ouverture du 7e Salon de la santé et du matériel médical de Dakar. Peu de visiteurs en ce jour d'ouverture. Beaucoup de stands inoccupés, certains ouvriers à pied d'œuvre. Par rapport au plan qu'on nous a donné, on l'a déjà fait, mais vu que les exposants ont venu tardivement, ils ont voulu des modifications par rapport à leur stand, raison pour laquelle on est là jusqu'à présent. Mais le boulot a été fait bien avant. Cet exposant, lui, s'est inscrit au plus tôt. Il débute même une activité de dépistage du diabète. On est en train de faire des tests qui servent à assurer la surveillance du diabète. Quand vous avez le diabète, après le diagnostic, il faut faire le suivi. Pour faire ce suivi, il faut des appareils. Et un de ces appareils, c'est le Collab. Et le Collab, actuellement,
est utilisé dans plusieurs hôpitaux, dans les plus grands hôpitaux du Sénégal. Pareil pour Madame Savané, elle offre des services bio pour améliorer la santé de la peau. Dans les produits, nous avons lancé notre gamme en valorisant les extraits végétaux qui poussent dans les différents terroirs du Sénégal. Les produits sont 100% naturels et la clientèle africaine commence à porter de l'intérêt aux produits naturels. C'est vrai qu'il faut beaucoup les sensibiliser, les rassurer et leur offrir un packaging aussi qui compétit avec les produits venant d'ailleurs. Du 22 au 25 juillet 2015, le 7e CISDAC battra son plein, un rendez-vous d'échange, d'exposition pour développer au mieux la santé sous toutes ses formes. Direction le quartier SICAP Amitié 3 où depuis presque une semaine, une eau nauséabonde rend l'atmosphère irrespirable. Les riverains craignent des risques de maladie, surtout pour leurs enfants. Ils appellent au service de l'ONAS pour mettre fin à leur supplice. Un reportage est signé Kodengay et Gervais Yao. Elles vivent un calvaire depuis que cet égout a commencé à déverser cette eau nauséabonde tout au long de la route. Une situation qui commence à perdurer. Nous avons remarqué que depuis 4 jours, l'eau des égouts ne cesse d'envahir la route. Bon, nous avons fait appel à l'ONAS jusqu'à présent en vain. Ça dérange tout le monde. Non seulement il y a plein de moustiques que ça nous amène, et on est en période de vacances, tu sais. Voilà, les enfants sont là partout, ils courent partout, donc tout ça là, c'est pas bon pour eux. Là, les enfants sont en vacances, ils sont dans les rues à longueur de journée. Ils ne peuvent pas savoir à quel point l'eau cette eau est dangereuse pour les enfants. Face aux risques et autres menaces de maladies, ces riverains en appellent aux autorités compétentes. Les enfants s'amusent parce qu'à cause des maladies, tout ça que ça peut générer. Bon, nous lançons un appel quand même à l'ONAS pour qu'ils fassent le nécessaire pour qu'ils puissent venir évacuer les saletés des égouts. Un appel solennel à la LONAS et à la mairie pour qu'ils puissent venir en aide aux habitants de la Amitié 3. En cette période d'hivernage, l'Office national d'assainissement est interpellé par ces populations plus ou moins perturbées par ces eaux usées, ces dernières qui présentent beaucoup de risques, notamment pour les plus jeunes. Voilà, merci Kodenya et Léa. La zone de captage également envahie par les moustiques. Des moustiques dont la présence serait due au bassin de rétention d'eau du quartier. État de la situation avec Maïmouna Ndia et Mohamed Dia. Ablaï Thiam vit dans cet immeuble depuis 2009. Nous sommes à la zone de captage. En cette période, difficile de se débarrasser des moustiques, le père de famille trouve 1001 astuces. C'est la fabrique des moustiques. Et il faut pomper avant de se coucher. À 3h, 4h du matin, il faut se lever pour revoir s'il y a encore des moustiques. Parce que tu es obligé de se réveiller parce qu'il y a énormément de moustiques. Ce bassin de rétention est passé par là. Les populations s'en désolent. Elles lancent un appel aux autorités compétentes. On n'a pas de tennis, on a commencé à pomper. Dès le coucher du soleil, je commence à chasser les moustiques. Je pense qu'il faut désinfecter le bassin et très souvent, c'est l'idéal. Si on peut le fermer, couvrir complètement, que l'eau passe en bas pour aller directement à la mer. Non loin de là, l'hôpital général de Grand Yoff, même préoccupation. Je donne l'exemple d'un fracturé qui vient s'hospitaliser chez nous. À cause des moustiques, il peut attraper un palu. Donc ce qui implique qu'on soigne deux pathologies sur un malade. Et que on perd, c'est-à-dire on perd dans tout ça là. Les accompagnants qui viennent, les travailleurs qui sont ici même dans l'hôpital. Donc ce problème perdure, ça fait presque 12 ans. Après les moustiques, l'insécurité règne dans la zone de captage et ses environs. Les habitants tendent la main à leur municipalité. L'homme d'affaires et homme d'entreprise et directeur de l'entreprise TSE, Cher Amar, annonce la mobilisation de 75 camions en plus de son parc automobile pour l'acheminement de l'urée dans les zones rurales. Il a par ailleurs demandé à l'État du Sénégal de mettre la pression sur certains opérateurs qui ne respectent pas du tout leurs engagements. Le directeur d'Amar Holding a procédé à la visite du dépôt. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Demba Ndao. On a déjà 30 000 pour l'ensemble
Et peut-être on va arriver à 50 000 ou 60 000. Ça, c'est le ministre qui peut le dire. En tout cas, on est prêt. Et dès demain, moi personnellement, je vais renforcer le parc parce qu'il y a beaucoup de camions de Amar Logistique qui sont dans toutes les régions, notamment là où il y a le président de la République à Fatick. Et dans la zone sud, on essaie de couvrir toutes les régions. Donc demain, au minimum, on va positionner entre l'engrais de fond que vous avez trouvé aux ICS et ici 70 à 75 camions pour vraiment accélérer pour que les paysans aient leur engrais. On prie quand même que tous les opérateurs qui ont des engrais à distribuer l'acheminent. Bon, sinon, on est là, on est des bons patriotes, on va le faire quoi. Ils sont 70 Sénégalais emprisonnés au Gabon. Cela fait 2 semaines qu'ils ont été arrêtés pour une irrégularité administrative. Il leur est exigé en titre de séjour qui leur revient à 900 000 francs CFA. Ils demandent de l'aide aux autorités sénégalaises. Je vous propose là-dessus d'écouter Alassane Ba. Donc ces propos sont recueillis au téléphone par Daniel Diouf. On dit que c'est une affaire de carte de séjour, mais on a rapatrié plus de 400 étrangers. Les Sénégalais font plus de 70. Au lieu de les amener au Sénégal, on les a abandonnés au Nigeria, sans moyens. Certains sont en prison et on demande 1 800 000 ou 2 millions. Certains ont même payé mais restent toujours en prison, dans des conditions très difficiles. On les emprisonne pendant 1 semaine et puis on les embarque par bateau en destination du Nigeria. Et puis c'est très difficile de s'octroyer une carte de séjour. La situation est très confuse en ce moment. Même si vous avez des papiers, on peut vous arrêter. Nous demandons au gouvernement sénégalais de nous aider pour regagner notre... Je pense que c'est la seule solution. Les tentatives de joindre l'ambassadeur du Sénégal au Gabon sont restées vaines, non loin de la Guinée équatoriale. Malabo qui étrenne sa nouvelle mosquée, Léa, estimée à 3 milliards de francs CFA. Invité à la cérémonie d'inauguration, le groupe Futur Média a été représenté par le président de la commission religieuse de la TFM, Abdou Aziz Mbaye. Je vous propose d'écouter l'imam de Malabo. Voilà, donc il faut retenir que c'est la première dame de la Guinée équatoriale qui a financé la mosquée. Tout de suite, la page des sports. Basketball à présent avec les Lions du Sénégal qui poursuivent leur préparation. 15 joueurs ont pris part à la séance de ce matin. Donc Léa, la préparation en vue de l'Afrobasket 2015. 15 joueurs, chère Tidiane, parmi lesquels Gorgui Sidien, puisque son assurance est désormais payée. Pour Mohamed Faye, ailier de l'équipe, les séances d'entraînement sont de plus en plus intensives. Ces propos sont recueillis par Pape Cherdiak et Tierno Laurent Mendy. Vu que nous sommes 15 maintenant, nous pouvons jouer en 3 équipes de 5. Les séances d'entraînement sont devenues beaucoup plus intenses. Nous en sommes actuellement à ce stade. Nous allons nous rendre en Tunisie avec l'intention de bien faire. Nous prendrons les matchs comme ils viennent. Mais nous nous préparerons en conséquence pour remporter tous nos matchs. La Coupe d'Afrique sera relevée, nous en sommes très conscients. Mais nous ferons de notre mieux. Avec le fait que nous avions été à la Coupe du Monde, nous savons que nous serons très attendus, mais nous ferons de notre mieux pour nous en sortir. Gorgui Sidien connaît bien le groupe, il apporte beaucoup à l'équipe, il nous aide beaucoup, c'est un grand bosseur et c'est ce dont nous avons besoin.
Voilà, le regroupement des Lions du Sénégal perturbé par des problèmes d'assurance. Le cas qui interpelle le plus, c'est celui de Gorgui Sy-Dieng, même si cela a été réglé. Présent au sein de la tanière depuis plus d'une semaine, c'est seulement ce mercredi que le joueur de Minnesota en NBA a pu s'entraîner avec son équipe. À l'origine de ce retard, un problème d'assurance, une situation que Gorgui Sy-Dieng a déjà vécue en 2014 lors de la préparation de la Coupe du Monde de basketball en Espagne. Problème d'assurance au sein de la tanière, c'est un sujet signé Mansour Sow Junior et Mohamed Dieng. Après les cas Jojo et Gorgui Sy-Dieng en 2014 lors de la préparation de la Coupe du Monde de basket en Espagne, les problèmes d'assurance refont surface au sein de la tanière avec en toile de fond l'affaire du pivot des Lions. Cette fois-ci, l'assurance est passée du simple au triple, donc ça pose problème. Quelque part aussi, il y a anguille sur roche. Quelque part, il y a peut-être des intermédiaires qui sont derrière, qui ne jouent pas franc jeu. Entre l'année dernière et cette année, la valeur du joueur ayant augmenté sportivement, puisque l'année dernière il était rookie, cette année c'est un joueur de deuxième année. Donc forcément, son assurance coûte un peu plus cher. L'histoire se répète donc et semble même bégayer. Les principaux responsables se rejettent la balle. Nous avons reçu quand même la lettre, la fiche technique de l'assurance, nous l'avons reçue le vendredi. Et vous saviez bien que le vendredi, une partie de la communauté musulmane avait pratiquement célébré la fête de la Korité. Donc le lendemain aussi, la majorité avait célébré aussi la Korité. Donc c'était 2 jours pratiquement non ouvrables. Le dimanche aussi, c'était un 3e jour non ouvrable. Mais lundi, le directeur de l'administration générale et de l'équipement est allé faire la procédure d'urgence. Mardi en 8 dernier, le ministre des Sports lui-même, Matarba, lors de sa réunion de coordination, a donné des instructions fermes pour qu'on paie l'assurance. Sur quelle base il donne ces instructions? Il donne ces instructions sur la base d'un dossier qui a été monté et déposé. Pour éviter pareille situation à l'avenir, les acteurs du basket préconisent. Par le passé, il y a eu des joueurs qui ont joué en NBA et qui ont été assurés au Sénégal. Moi, je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre qu'on puisse par exemple dire que l'argent est versé à la NBA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des sociétés d'assurance sénégalaises qui doivent pouvoir au moins assurer Gorgui Sy-Dieng. Ce n'est pas du tout possible. Toutes les fois que ce joueur sera convoqué en équipe nationale, son assurance devra être payée et les virements devront être effectués et versés à la NBA. Pour jouer avec la sélection de son pays, un joueur expatrié a besoin d'obtenir 2 choses. L'autorisation de son club et de la NBA pour certains. À cela s'ajoutent les garanties d'assurance supplémentaires que la fédération s'engage à couvrir. Mansour Sow, merci. Je vous le disais tout à l'heure en sommaire, Youssou N'Dour, parrain de la nuit de la lutte qui aura lieu le 1er août prochain. Donc une nuit organisée par le CNG. Le comité donc a rencontré cet après-midi le ministre conseiller PCA du groupe Futur Média, l'équipe de GFM Entertainment. Youssou N'Dour a donné son accord pour accompagner cette 3e édition placée sous le signe de la non-violence et Youssou N'Dour donc choisi par le CNG comme modèle. Mme Biram Diouf, Mardia. L'arène sénégalaise vivifiée, honneur à M. Youssou N'Dour, ministre conseiller, par ailleurs président directeur général du groupe Futur Média, le parrain de la nuit de la lutte. En faisant ce choix sur sa personne, c'est tout un symbole, toute une reconnaissance qui dépasse nos frontières. Il nous fallait un modèle et nous l'avons trouvé en cet homme, Youssou N'Dour. Il est un exemple, c'est lui le bon profil. Les enfants peuvent écouter et suivre ses conseils. Il nous faut un retour vers l'orthodoxie. Les violences, les bagarres, tout cela n'a pas de sens et ne nous mène nulle part. M. Youssou N'Dour a un parcours exceptionnel. Il est vraiment sans reproche. En répondant favorablement à l'invite du Comité national de gestion de la lutte, c'est-à-dire de faire de lui le parrain de la nuit de la lutte, Youssou N'Dour de faire à cette occasion un vibrant appel pour que tous unis s'impliquent et développent la lutte, un legs mais aussi un acquis culturel si cher. Je suis content de ce geste que vous me faites. C'est bon d'encourager les personnes pour les bonnes actions qu'ils posent. En tous les cas, le groupe Futur Média est prêt à vous accompagner pour la réussite de cet événement important. Qui déteste la lutte se déteste lui-même et se met hors de toute bonne action. La nuit de la lutte, 3e édition, à cette année, comparé M. Youssou N'Dour, l'homme reste un modèle pour avoir tant donné et continuer à le faire pour une paix
et une justice sociale. Le dossier du jour s'intéresse aux enjeux du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré et à ses retombées pour le Sénégal qui accepte de l'abriter. Le Sénégal va forcément y gagner, c'est le sentiment des juristes, notamment côté prestige sur le plan international. Une vision que ne partagent pas les partisans d'Hissène Habré qui parlent de violation du droit d'asile. Un dossier signé Chérif Dia, Thierno Laurent Mendy. Le Sénégal a fait le pari d'organiser sur son sol le procès d'Hissène Habré, après un long feuilleton juridico-politique. Au vu des enjeux de ce procès, certains observateurs soutiennent que le Sénégal y gagne beaucoup. Ce qui est clair, c'est que ce procès va renforcer l'image du Sénégal en tant qu'État de droit, en tant que pays de démocratie, et en tant que champion de la lutte contre l'impunité des crimes internationaux. Mais ce serait aussi une erreur de croire que seulement le procès peut nous assurer cela. Il faut que nous-mêmes, par notre propre comportement sur le plan intérieur aussi, qu'on soit irréprochable. Sentiment partagé par ce spécialiste des droits de l'homme qui y voit également un prestige pour le Sénégal. Ce que le Sénégal peut gagner, c'est un prestige international. C'est le prestige international qu'on donne, n'est-ce pas, à un pays, le fait de juger, n'est-ce pas, un chef d'État étranger, de tenir ce genre de procès. Ce n'est pas tous les États du monde qui ont la confiance de la communauté internationale pour organiser ce genre de procès. Donc c'est un prestige immense. Tous les caméras du monde et toute la presse mondiale ne parlent que de ce procès aujourd'hui au Sénégal. C'est extrêmement important pour le prestige du pays. Mais comme je dis, le défi maintenant, c'est de faire en sorte qu'au bout du compte, tout le monde accepte qu'Habré a eu un procès équitable. Par contre, d'autres pensent que le Sénégal viole le principe du droit d'asile en acceptant le jugement de Hissène Habré qui porte également un coup à la teranga. Mais pour Maître Ousmane Sey, l'hospitalité ne rime pas avec impunité. La teranga, ce n'est pas d'abriter des criminels. La teranga, c'est d'abriter des personnes saines, des personnalités, même si elles sont portées au pouvoir, de gouverner leur pays dans la paix et non pas de gouverner leur pays avec la torture, le génocide et souvent l'exécution sommaire. Dakar, capitale de la justice pénale internationale, le temps qu'aura duré le procès de Hissène Habré. Un prestige de plus pour le Sénégal sur le plan international, selon les défenseurs des droits de l'homme, au moment où les partisans de l'ancien président tchadien y voient une continuité de l'impérialisme. C'était le dernier élément de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, chère Tidiane. La permanence à présent avec Chérif Diop qui est déjà en place. Chérif, c'est quoi le reste du programme? La suite que je vous annonçais avec plaisir, mais d'abord, on se retrouve dans une seconde avec l'invité de ce soir qui est Fatou Diagne Senghor. Elle est avec Mamoudou Rakan. Merci beaucoup les gars. Rendez-vous demain pour le JT de 20h.